Bonjour. Suite à la discussion très riche qu'on a eue mardi passé sur l'oncologie pédiatrique, nous vous donnons la bienvenue aujourd'hui à ces nouveaux LVC Live. Aujourd'hui, nous parlerons des traitements dans les adultes pendant la pandémie. Alors, nos intervenants d'aujourd'hui, le docteur Nicolas Ketterer, qu'on va voir par vidéo dans quelques secondes, est spécialiste en médecine interne et oncologie médicale à la clinique Boissère et membre du comité à la Ligue vaudoise contre les cancers. À ma gauche, Christelle Strambacci, assistante sociale à la Ligue vaudoise contre les cancers, et Isabelle Filippona, infirmière clinicienne spécialisée en oncologie et à la Ligue vaudoise contre les cancers aussi. Alors, bienvenue aujourd'hui. Nous avons parlé ce matin avec Dr Ketterer à propos de la prise en charge des patients et leur traitement pendant cette deuxième vague Covid. Voilà la discussion d'aujourd'hui. Bonjour, Dr Ketterer, merci de nous joindre aujourd'hui pour cette conversation. Alors la semaine passée, oui, merci. Alors la semaine passée, nous avons entendu professeur Peters au CHUV qui a dit qu'il n'y a pas de rapport de traitement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça encore aujourd'hui au niveau oncologique? S'il n'y a pas d'arrêt dans le traitement, ça veut dire? Exactement. S'il n'y a pas les opérations, les traitements, etc. Non, alors à ce jour, nous n'avons pas souffert d'arrêt dans les traitements, nous n'avons pas observé de situation où les traitements n'étaient pas possibles ou prenaient du retard, heureusement. Ce qui peut poser des problèmes à l'heure actuelle, c'est peut-être dans le pré-thérapeutique, dans la période d'investigation, avant un diagnostic ou après un diagnostic et avant la mise en place d'un traitement. Peut-être qu'il y a un peu plus de risque d'avoir des retards ou d'avoir un peu plus d'attente dans des rendez-vous pour des examens endoscopiques, des bronchoscopies, des gastroscopies, etc. Mais en dehors de ça, et à ce jour, nous n'avons pas eu à déplorer des retards dans des traitements qui étaient nécessaires ou urgents ou importants. Ah, ça c'est positif. Par contre, on a eu des retours des patients qui nous disent en fait c'est nous qu'on veut reporter les traitements parce qu'on a trop peur de prendre le Covid à l'hôpital, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous revient aussi à vous à l'hôpital, des patients qui disent maintenant peut-être que c'est pas le moment ou qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer mon traitement, je dois l'arrêter? Alors souvent, bien on en parle avec les patients, c'est clair. Des patients qui nous ont informés qu'ils ne voulaient pas venir pour des traitements, qui voulaient repousser le traitement, personnellement, je n'en ai jamais eu. D'accord. Et je n'ai pas eu d'informations dans ce sens-là de la part des collègues ou des infirmières. Alors, il est vrai que on en discute avec les patients et il nous arrive de proposer de repousser des traitements qui ne sont pas urgents ou pas indispensables tout de suite, ou des traitements qu'on appelle d'entretien ou de maintenance chez un patient qui est en rémission. Ça nous arrive parfois de repousser ou d'élargir un petit peu les délais entre chaque traitement. Mais pour des traitements vraiment de première intention, on s'efforce de les continuer, et j'ai pas eu de patients qui se montraient particulièrement inquiets ou réticents. Maintenant, je pense il est important aussi de les rassurer, les patients, et je pense qu'ils voient aussi, disons, toutes les mesures qui sont mises en place pour diminuer les risques de contamination lorsqu'ils viennent pour des traitements. L'Office fédéral de la santé publique publie chaque semaine une liste de médicaments en rupture de stock concernant l'oncologie. Est-ce que les chaînes de production fonctionnent de manière optimale aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu, lié au Covid, je précise, de problème de rupture de stock dans la chaîne des médicaments.
Je n'en ai pas connaissance et j'ai pas vécu ce problème ces derniers temps. Encore une fois, lié au problème du Covid. Cela dit, je pense qu'il est important de souligner et de rappeler que ces problèmes de rupture de stock de certains médicaments existent. Ils existent bien réellement. Ils ne sont pas uniquement liés à l'oncologie, je tiens à le dire, et surtout, ils ne sont pas liés directement à la crise du Covid. Mais ça, c'est un autre problème. Du coup, ça, c'est important. C'est pas lié au Covid et en tout cas Absolument. pas à l'oncologie. On est confronté en effet à des ruptures de stock de certains médicaments importants ou utiles qu'on utilise depuis très longtemps et qui tout à coup, pour lesquels tout à coup l'industrie décide qu'ils ne le produiront plus. Donc ça existe, mais je dirais que je n'ai pas vu ce problème s'accentuer lié à la pandémie. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe dans votre service? Avez-vous dû faire des réménagements ou Alors bien entendu. Donc nous avons déjà dû faire des aménagements au cabinet. Dans la salle d'attente, en diminuant le nombre de fauteuils, en diminuant le nombre de personnes à la salle d'attente, en assurant une distanciation suffisante. Et bien sûr que nous avons que des mesures ont été mises en place aussi dans le centre de traitement. C'est clair. Pratiquement, tous les patients qui viennent pour des traitements, on leur demande de se désinfecter les mains à l'entrée du service, à l'entrée du centre. Bien sûr, ils portent un masque, c'est bien entendu. Et puis, il y a bien sûr des mesures de désinfection des fauteuils entre chaque patient. Un espacement suffisant entre chaque poste de traitement, mais disons ça, on avait déjà un espacement qui était suffisant auparavant, mais voilà ce type de mesures que nous avons prises pour les patients. Du coup, ces patients, ils restent confiants par rapport aux mesures de protection. Autrement dit, ils viennent toujours au rendez-vous. Oui, on a vraiment de rares patients qui ont demandé de reporter leur rendez-vous. C'est essentiellement des patients, dans mon expérience, qui devaient venir pour des contrôles, pour des consultations sans traitement, mais pour des traitements eux-mêmes, soit on a décidé avec le patient de surseoir ou de différer un peu, mais des demandes de patients eux-mêmes, les patients restent assez confiants, j'ai le sentiment. Et c'est important qu'ils gardent cette confiance aussi, je pense. Oui, parce qu'il faut continuer les traitements, il ne faut pas du tout arrêter. Bien entendu, et je pense qu'il y a eu aussi une crainte de beaucoup de patients je pense, au contraire, d'abandon ou de ne plus avoir ce contact qui est important pour eux, déjà dans une situation de stress lié à la maladie et lié aux problèmes sanitaires actuels. En tout cas, si j'ai bien compris, l'hôpital, il est prêt pour continuer tous ces traitements pour les patients atteints de cancer, les rendez-vous, etc. Au jour d'aujourd'hui, oui. D'accord. Bien sûr que la situation est appelée à changer. Et on la suit de manière, comme tout le monde, de manière attentive. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, tout fonctionne, je dirais, comme c'est important dans les meilleures conditions. Oui. Est-ce que tous les cancers représentent le même risque par rapport au coronavirus? Ça, c'est une bonne question, c'est une question difficile. Personnellement, je n'ai pas connaissance et je n'ai pas de notion que tel ou tel cancer sont plus à risque, tel ou tel patient atteint de tel cancer sont plus à risque que d'autres atteints d'un autre cancer. J'ai pas cette connaissance-là. Je pense que c'est plutôt lié
c'est plutôt lié à l'état d'immunosuppression, d'une part, mais pas vraiment au type de cancer lui-même. C'est lié, je pense, beaucoup aussi à l'état général du patient, à son état de faiblesse, à son état de déconditionnement, à son état de dénutrition, mais plus à cela qu'au type de cancer même. C'est lié bien sûr aussi aux comorbidités, c'est-à-dire aux autres maladies non oncologiques dont souffre le patient, des maladies cardiaques, du diabète, de l'obésité, de l'hypertension, dont on connaît que ces risques sont des facteurs de risque supplémentaires importants lors d'une infection par le Covid, mais pas vraiment un type de cancer lui-même. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas non plus et qu'on ne comprend pas encore très bien. Et parce qu'il est important aussi de dire et que les gens sachent que nous avons des patients dans notre patientèle qui sont atteints de cancer, qui sont même en traitement pour les cancers et qui attrapent l'infection et chez qui ça se passe très bien. Ça, c'est important aussi de le savoir. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas tout, je dirais. Et possiblement qu'il y a des facteurs individuels, probablement liés à chaque patient, liés à chaque personne, avec probablement des facteurs génétiques ou autres. Mais il est important de dire, et on en a de plus en plus, on en a eu peu ce printemps, mais là, actuellement, on a de plus en plus de patients qui font l'infection et ils ne sont pas rares ceux qui font très très peu de symptômes ou pas de problème. Donc ça, c'est aussi rassurant de le savoir. Oui, bien sûr. En fait, il faut regarder, si j'ai bien compris, l'état de santé général de la personne et pas juste les cancers. Est-ce qu'on pourrait dire donc que les cancers, les patients atteints de cancer ne sont pas plus ou moins vulnérables au Covid? Ça, je ne me permettrai pas de le dire. Oui. Donc, ça, je pense que nos patients et les patients atteints d'un cancer font partie d'une population vulnérable chez qui il faut être prudent, il faut faire attention. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le diagnostic de cancer ou le fait qu'ils sont atteints d'un cancer n'est pas lié forcément à une évolution gravissime de l'infection lorsqu'ils sont touchés. Et dans ce sens-là, est-ce que les traitements, par exemple, par immunothérapie qui renforcent le système immunitaire également contre les risques face au Covid? Non, ça je pense pas. Donc il serait faux de croire on parle de l'immunothérapie. L'immunothérapie a de plus en plus de rôle et de place dans le traitement de nombreux cancers, avec souvent des bénéfices et des succès importants. Maintenant, il serait faux de croire que les patients traités par une immunothérapie ont une immunité renforcés et sont moins à risque ou sont susceptibles de mieux se défendre contre le Covid. Non, ça, je pense qu'on ne peut pas le dire. D'accord. Et par exemple, après une opération chirurgicale, est-ce qu'on est plus vulnérable face au Covid si on ne reçoit pas d'autres traitements? Après une opération chirurgicale, oui. S'il n'y a pas de chimiothérapie, Oui, par exemple, une opération chirurgicale oncologique. Oncologique, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Je dirais, s'il n'y a pas de traitement oncologique en dehors d'une chimiothérapie, d'un traitement immunosuppresseur, l'opération elle-même rendra peut-être le patient plus fragile dans les suites opératoires s'il était touché par le Covid. Mais ça, je pense que ça peut être observé chez un patient qui est opéré, qui subit une opération en dehors d'un problème oncologique. Il y a forcément un état de vulnérabilité et de fragilité après l'opération qui est un peu plus importante
que chez quelqu'un qui ne subit pas une intervention chirurgicale. Donc, voilà, je pense qu'il y a une période à risque, quelques jours après l'opération, mais pas liée au problème oncologique. D'accord. Et lorsqu'un patient oncologique est atteint de Covid, les traitements oncologiques peuvent toujours se poursuivre ou il y a des formes d'incompatibilité? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'incompatibilité. Maintenant, je pense qu'il ne serait pas raisonnable, et chez un patient qui est sous traitement oncologique, qui développe une infection par le Covid, en général, on arrête et on met le traitement en suspens quelque temps, le temps qu'il récupère et qu'il guérisse son infection Covid, et on ne va pas continuer pendant ces quelques semaines, ces 2 ou 3 semaines, on ne va pas continuer un traitement oncologique. On va le suspendre au même titre qu'on l'arrête chez un patient qui fait une pneumonie ou qui fait une infection dans le cours d'un traitement oncologique. Eh bien, dans ces situations-là aussi, on met le traitement en suspens quelques semaines avant de le reprendre. Donc, on va faire pareil lors d'une infection par le Covid. On vous remercie beaucoup pour votre temps. On sait que vous êtes très chargé dans ces moments. Du coup, merci pour ce partage qui est très utile pour les patients et pour les familles. Merci à vous et bon courage à vous. Également. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, on a tout de suite des questions sur Facebook qu'on va traiter à continuation, mais juste dire que Dr Ketterer nous a donné quand même de bonnes nouvelles. Les traitements peuvent toujours se poursuivre dans les services cliniques et il y a des patients qui ont été malades de Covid. Bien sûr, ils ont eu arrêté, interrompre leur traitement, mais comme dans les cas d'autres infections, mais ils se sont aussi bien récupérés du virus. Alors voilà les petits messages d'espoir du docteur. Par contre, la discussion ce matin a continué. Il nous a expliqué que les visites aux patients dans les services cliniques sont restreintes et que ça peut poser des problèmes psychologiques et émotionnels aux patients. Alors bien sûr, ça en est clair, cette situation est particulièrement inquiétante pour les personnes atteintes d'un cancer. Nous avons reçu ici à la Ligue plusieurs témoignages des patients qui sont préoccupés et qui souffrent d'isolement. Ça, c'est une réalité. Quelle situation est aujourd'hui? Comment les patients supportent cette nouvelle restriction sociale? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples? Oui, alors j'ai rencontré plusieurs patients. Ils réagissent tous de manière différente par rapport à la situation. J'ai des patients qui m'appellent tous les jours. Depuis la fermeture des restaurants, des bars, ils n'ont plus de lieu où rencontrer leurs amis. C'est des patients qui ne sont plus en traitement, donc ils ne voient plus non plus de personnes sur les lieux de traitement. Donc c'est d'autant plus difficile pour ces personnes-là. Donc elles m'appellent vraiment tous les jours. J'ai des patients qui sont résignés et finalement restent tout seuls chez eux. Et ça, c'est très difficile. Des patients qui ne voient plus leur famille. J'ai 2 situations où la famille a été infectée par le Covid et du coup les patients sont d'autant plus inquiets, que ce soit pour leur propre santé ou pour la santé de leur famille. Certains patients me disent aussi que ils sortent plus du tout de chez eux, uniquement pour les traitements médicaux. C'est la peur. Ils ont vraiment peur d'attraper le virus. Donc ils évitent au maximum les sorties et c'est quelque chose qui est très anxiogène pour eux de sortir. Ouais. Par contre, ce matin, Dr Ketterer a dit qu'il ne faut pas faire plus attention que par exemple d'une autre maladie. Il faut avoir le masque, mais pas besoin d'extra, pas besoin des gants. Je vois maintenant qu'il y a des questions qui se posent sur Facebook, plutôt médicales, alors que Dr Ketterer, on ne l'a plus ici. Mais chimio et Covid, est-ce qu'il y a des complications? Dr Ketterer a déjà répondu que pas plus que dans une autre maladie. Bien sûr, les patients atteints de cancer doivent faire toujours attention parce que c'est une population vulnérable, mais pas plus que dans d'autres maladies. Après, il y a aussi, est-ce que vous avez de nouvelles concernant un éventuel vaccin? Alors oui, on a entendu plein de choses, mais je pense que ça, c'est des questions que c'est mieux de s'adresser directement aux médecins.
pour avoir une réponse claire par rapport à une thématique qui est très, très clinique, très scientifique. Ouais. Si on continue au thème social, est-ce que vous, les assistants sociaux, vous êtes toujours présents dans les services cliniques ou se rendre à domicile, par exemple, des patients? Oui, alors nous, on est toujours présents dans les cliniques, dans les hôpitaux. Moi, personnellement, voilà, je vais beaucoup à domicile. C'est quelque chose qui soulage beaucoup les patients. Ils se sentent plus en confiance en fait quand on se rend chez eux parce que voilà, ils n'ont pas besoin de sortir, de prendre le bus et de prendre des risques. Donc effectivement, nous on se rend toujours à domicile et on est toujours présent dans les services. Parce que pour ces personnes vulnérables, qu'est-ce que c'est mis en place dans les cantons de Vaud pour les aider? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut prendre un transport public ou il n'y a pas moyen de faire les courses, est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place? Oui, alors tous les patients qui sont suivis à la Ligue et qu'on accompagne peuvent sans doute nous contacter s'ils ont un besoin, que ce soit pour les courses, pour un transport pour se rendre sur un lieu de traitement ou autre. On a un service bénévole qui est à disposition, donc on peut prendre contact avec les bénévoles et puis organiser les courses ou les transports de manière assez régulière pendant cette période-là. Comment on prend contact avec un bénévole de la Ligue? Il faut tout simplement nous appeler. Donc, ma collègue va vous répéter le numéro de téléphone. On prend contact avec nous et puis après, nous, on se charge de mettre en relation les bénévoles et les patients. Alors, cette crise, elle est sanitaire, mais elle est aussi économique et sociale. Quels sont les autres besoins que vous avez vus chez les patients? Ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que les patients, ils ont vraiment beaucoup besoin de contact, de pouvoir parler, d'échanger. Ils ont vraiment besoin de parler du virus. Il y a aussi pas mal d'inquiétudes par rapport aux patients qui ont des enfants qui vont à l'école. Alors pendant la première vague, c'était une inquiétude par rapport aux enfants qui ne vont pas à l'école et du coup, comment on s'occupe de ces enfants en étant malade ou en traitement. Et puis maintenant, c'est voilà, si mon enfant va à l'école et puis qu'il rentre avec le virus, alors que ça a été répété mardi dans le dernier live LVC, que finalement les enfants sont très peu à risque d'attraper le Covid. Là, le docteur Ketterer l'a dit, les patients oncologiques ne sont pas plus à risque que d'autres de l'attraper aussi, mais voilà, ça reste quand même une inquiétude qui est présente et qui est tout à fait compréhensible. Il y a aussi des inquiétudes par rapport aux visites dans les hôpitaux. Si je me fais hospitaliser, personne ne peut venir me voir, donc ça c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les patients. Et puis sur le plus long terme, il y a des inquiétudes par rapport aux fêtes de Noël. Voilà. Les patients qui vont devoir fêter Noël c'est un moment très famille. Voilà. Et maintenant, avec toutes les restrictions, en fait, on est un peu limité. Il y a beaucoup d'isolement. Comment on peut fêter les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année avec ces Covid? Qu'est-ce que vous proposeriez en fait? Je pense que pour l'instant c'est difficile de se projeter parce que on sait que les mesures pour l'instant sont jusqu'à fin novembre. On ne sait pas trop comment ça va évoluer d'ici là. Pour l'instant on peut toujours se réunir à 5. Donc peut-être faire un petit Noël en simplicité. Voilà. Il y a aussi la technologie. Et puis on peut faire des visioconférences. Ça peut être un Noël 2020. Ah ouais. Vous avez aussi remarqué les mêmes besoins. Vous êtes infirmière spécialisée et responsable de prévention à la Ligue. Vous avez aussi vu tout ça? Alors absolument, on reçoit beaucoup d'appels. On reçoit beaucoup d'appels ici et puis des questions peut-être qui sont différentes par rapport à l'isolement. Voilà. Des personnes qui se sentent seules et puis qui se posent la question comment je peux me déplacer et puis est-ce que je peux toujours aller en traitement et tout. Au niveau plutôt pratique, comment on lutte contre cet isolement? Oui. Alors, je voudrais dire tout d'abord, avant de parler de l'isolement, puisque je suis infirmière de prévention, que l'essentiel, en fait, c'est déjà l'application adéquate des gestes barrières. Alors, on les connaît tous, mais on voit encore trop de personnes qui portent mal le masque. On voit qu'il y a une baisse de vigilance aussi par rapport à se désinfecter les mains, mais aussi ce port de masque qui est parfois porté sur le menton. Donc, il est juste mal positionné, surtout inefficace et avec un risque de se contaminer. Donc, voilà, ça serait mon premier message, mais adapter vraiment les gestes barrières vraiment de façon adéquate. La discipline communautaire est importante. Voilà. Aussi. Oui. Voilà. Et puis,
je voudrais dire justement par rapport à l'isolement, comme l'a dit Dr Ketterer, dans ce marasme, hein, on est tous soumis justement à ce stress de l'incertitude. Qu'est-ce qui va arriver? Quel est l'avenir? Mais on peut bien imaginer justement toute l'anxiété des patients, des proches, par rapport à l'isolement que ces personnes ressentent. Il est encore plus lourd, je veux dire, que pour nous autres. Et puis, justement, par rapport à cela, face à cette deuxième vague de pandémie, à la Ligue, nous voulons redoubler d'efforts en fait pour être encore plus proches des patients, et nous avons vraiment à cœur de les soutenir et d'être vraiment accessibles. Alors, pour être encore plus disponibles, nous avons mis quelques dispositions en place. Et puis, par exemple, pour la permanence, ici à Pépinet, dans nos bureaux, sur la place Pépinet 1 à Lausanne, nous avons ouvert en fait nos locaux de 8h à 18h en continu. Et puis, la même chose le soir, il y a aussi une permanence, et tout comme le week-end. Et puis, nous avons autrement une plateforme, Parlons Cancer. C'est une mise en lien, en fait, pour les patients, les proches atteints de cancer. Et cette plateforme, elle offre, en fait, la possibilité soit de se mettre en relation entre patients et se donner courage. Et elle permet aussi peut-être de se rencontrer, faire des balades. Alors bien sûr, se rencontrer en extérieur, faire toujours attention avec la distance, mais ou simplement d'échanger par rapport au vécu de la maladie et se donner, s'encourager. Autrement, voilà, pour nos auditeurs, je veux dire, il y a ces Facebook Live que vous organisez. Et ceux-ci ont lieu tous les mardis et jeudis de 18h à 18h30 et qui permet justement d'être en contact avec des experts comme on a vu Dr Ketterer ou Dr Diesi mardi. Il y a aussi la possibilité de nous envoyer des messages sur Facebook où là nous allons essayer de vous répondre au plus vite. Et puis à rappeler que la Ligue, elle reste présente dans les hôpitaux et puis les cliniques du canton. Et ceci justement pour les patients qui ont bien sûr toujours besoin de nous. Et savoir aussi qu'il y a les bénévoles, comme l'a dit ma collègue Madame Stromatsi, c'est que les bénévoles poursuivent leur mission aussi à domicile, alors que ce soit justement comme pour les courses, que ce soit des visites de compagnie, donner du réconfort, et justement essayer de rompre cet isolement qui est vraiment lourd. Et là, c'est aussi un service qui est très, très apprécié par... Les numéros de téléphone, alors, il y a un numéro de téléphone, on va dire le 623 11 11. Et vraiment, je dirais le message, mais ne restez pas seul, appelez-nous, contactez-nous. J'aimerais encore juste dire aussi par rapport, on a des activités collectives qu'on a toujours vues, et celles-ci se poursuivent, alors justement bien en respectant les mesures de protection, alors que ce soit en présentiel ou en live. Jusqu'à 5 personnes. Voilà, absolument, jusqu'à 5 personnes. Donc, que ce soit les cours de réadaptation, les activités physiques comme la gym douce, par exemple, ou nos messages de prévention. Donc, nous poursuivons nos activités de manière peut-être encore plus intensive. Nous redoublons de vigilance. Alors, c'est clair que la Ligue, elle est présente toujours et qu'elle a redoublé ses efforts pour être là pour les patients. Oui, ça c'est sûr. On a vraiment cœur de les soutenir et puis d'être là, d'être proche et puis vraiment accessible. Il y a une question sur Facebook. Est-ce qu'on peut toujours participer au programme de dépistage? Oui, alors c'est toujours possible. Alors au préalable, par contre, il y a un petit questionnaire aussi à remplir, mais c'est comme l'application Corona Check, c'est les mêmes questions. Est-ce qu'on a des symptômes? Et puis, en cas de symptômes, important d'appeler la fondation, l'Unisanté pour le dépistage au 0848 990 990 et de leur poser la question. Mais il est toujours possible de participer au programme de dépistage. Il y a encore une autre question qui revient sur Facebook, c'est comment ça se passe les entretiens à domicile, par exemple, pour la distance sociale? Est-ce que les assistants doivent garder quand même une distance? Est-ce qu'elles peuvent quand même aller à domicile chez les patients? C'est une question qui revient sur Facebook. Alors oui, on va toujours à domicile chez les patients. Les patients, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont
très conscients de ce virus qui est là actuellement et ils font eux-mêmes très attention. Donc quand on se rend à domicile, on a un désinfectant avec nous, on se désinfecte les mains avant, on met un masque et on essaie au maximum de garder les distances en fonction de la configuration de l'appartement. Mais généralement, les patients s'arrangent pour qu'on ait les distances. C'est quelque chose qui les rassure eux aussi, de voir que tout est mis en place malgré qu'on soit à domicile. D'accord, alors conclusion d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas rester isolé. Nous sommes là pour vous et nous espérons vous retrouver mardi prochain aussi à 18h pour une discussion sur les mouvements et l'activité physique pendant le Covid. À bientôt.